En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Araud et Renaud Girard. Gérard Araud est un diplomate français, ambassadeur de France aux États-Unis entre 2014 et 2019. Après avoir été représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York, il est l'auteur de Passeport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay, paru aux éditions Grasset, et de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, paru en 2021 chez Talandier. Renaud Girard est un grand reporter, chroniqueur international au Figaro et géopoliticien. Il est l'auteur de nombreux livres sur les relations internationales, quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont aux éditions du CERF, un ambassadeur russe à Paris avec Alexandre Orloff aux éditions Fayard. En visite à Kiev ce mercredi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi ont ouvert la porte à une adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce un tournant historique ? 3 mois après le début de la guerre, où en sommes-nous ? Comment mettre fin à ce conflit ? Existe-t-il encore une marge de manœuvre pour les négociations ? Tout de suite, les réponses de Gérard Araud et Renaud Girard, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Gérard Araud, Renaud Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. D'abord, une question, Gérard Araud, pour le diplomate que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez pensé finalement de cette visite à Kiev de 3 chefs d'État des pays fondateurs de l'Union européenne ? Est-ce que c'est un tournant historique ou est-ce que certains ont dit, comme certains l'ont dit, c'est une opération de communication ? C'est d'abord un symbole, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez négocier avec le président Zelensky, vous n'avez pas besoin d'aller à Kiev, vous n'avez pas besoin de faire 20 heures de trajet, vous pouvez faire ça par vidéo. Cela étant, comme tous les chefs d'État européens sont précipités à Kiev les uns après les autres, le fait de ne pas y aller, ce qui était le cas du président de la République, du chancelier et du président du Conseil italien, devenait quasiment un problème. Donc c'est une sorte de session de rattrapage des Italiens, des Allemands, des Français. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils y sont allés ensemble. C'est-à-dire, c'est quand même les 3 pays les plus importants de l'Union européenne qui ont bien montré aux yeux de tout le monde que les 3 pays ont la même position. Ce qui n'est pas neutre, parce que, ce qui est logique d'ailleurs, les pays européens ont quand même des nuances entre eux. Ils ont des géographies, des histoires différentes. Jusqu'à maintenant, ils ont pris des décisions communes, mais on sait bien qu'il y a des nuances, et on sait bien que Français, Italiens, Allemands sont plutôt dans le même camp. C'est aussi un message politique. Renaud Girard, est-ce qu'il fallait y aller ? Est-ce que c'est une réunion très importante qui s'est jouée mercredi ? Je crois que c'est une réunion assez symbolique, effectivement, de soutien de ces 3 pays fondateurs du marché commun, donc de l'Union européenne, à un moment où les Ukrainiens ont un peu perdu de leur enthousiasme, parce qu'ils ont compris que l'armée russe avait appris de ses erreurs, et qu'elle ne va plus étendre ses lignes logistiques, elle ne va plus prêter ses flancs à l'attaque de commandos munis de lance-roquettes Javelin, et elle progresse au Donbass. Et sans doute qu'il y aura une bataille pour Kramatorsk, mais sans doute que les Russes réussiront à prendre Kramatorsk, et donc ils auront l'intégralité des districts de Lugansk et de Donetsk, on appelle ça des oblasts, dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance 48 heures avant son attaque militaire de l'Ukraine. C'était aussi important, je pense, de montrer, et Gérard l'a dit, cette union aux côtés d'un pays qui a quand même été agressé, parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village. C'est des gens, je viens de passer 3 semaines là-bas, c'est des gens qui demandaient rien à personne, qui vivaient tranquillement, si vous voulez. Ils ne menaçaient aucun pays. Ils n'avaient pas envie d'aller bouffer Rostov-sur-le-Don ou une ville polonaise de l'Est. Ils vivaient tranquillement, et tout d'un coup, ils se sont trouvés agressés, envahis. Donc, c'est un message
qu'on peut comprendre. Et puis, il y a des initiatives qui se font. Évidemment, la paix totale ne se fera pas du jour au lendemain, c'est trop compliqué, et on essaie depuis 2014. En revanche, il faut prendre des petites mesures techniques. Et je trouve que le plan du président de la République, le projet de faire un corridor sous le drapeau de l'ONU entre Odessa et le Bosphore, de manière à pouvoir exporter les céréales ukrainiennes. Vous savez que les Ukrainiens nourrissent 400 millions de personnes à travers le monde. C'est un progrès parce qu'il va y avoir des négociations avec les Russes. Les Russes ont dit qu'ils étaient d'ailleurs favorables à cette idée, puisque l'ONU a déjà montré qu'elle était utile lors de l'affaire de l'évacuation d'Azovstal. Vous savez, cette usine là, qui était à Mariupol, l'évacuation des civils et des soldats d'ailleurs. Donc, si on peut faire progresser ce dossier et si on peut commencer à avoir des discussions, je dirais, techniques sur la mer Noire ou sur les céréales entre Russes et Ukrainiens, c'est déjà peut-être une lumière tout au bout du tunnel. Il y a cette histoire de corridor, mais il y a quand même aussi la porte ouverte à l'adhésion immédiate de l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que c'est purement symbolique? Et je vais un peu vite, mais pourquoi le président de la République a changé d'avis? Parce qu'il semblait y être hostile jusque-là. Non, en réalité, d'abord, c'est pas une adhésion immédiate. On reconnaît immédiatement le statut de candidat à l'Ukraine. Et ensuite, c'est ce que disaient les Français. Ils avaient tort de le dire, mais c'était la vérité. Ensuite, ça prend entre 10 et 15 ans pour entrer dans l'Union européenne. Parce que, par exemple, il faut intégrer dans la législation ukrainienne ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire 160 000 pages de réglementation. Donc, ce n'est pas pour demain. Alors, vous savez, souvent, dans ce conflit, on a un peu l'impression que, pour être franc, en tant que diplomate, je dirais les Français devraient se taire parce qu'on leur reproche finalement de dire la vérité. Lorsqu'ils disent bah oui, l'Ukraine ne rentrera pas avant 10-15 ans, c'est un fait. Mais on va reconnaître officiellement son statut de candidat, ce qui est évidemment un aspect symbolique pour encourager, pour dire aux Ukrainiens, vous êtes des Européens et on veut que vous fassiez partie de la famille. Ou de même, lorsque le président de la République dit il ne faut pas humilier les Russes, il a raison au fond, mais il ne faut pas le dire parce que comme le fait remarquer Renaud, aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens veulent se battre. Ils ne veulent pas négocier. Nous ne sommes absolument pas dans une phase de négociation. Les Russes ont l'impression qu'ils sont en train de prendre un gage qui leur permettra enfin de crier victoire. Et de leur côté, les Ukrainiens, évidemment, galvanisés par leur premier succès et aussi indignés par la découverte des atrocités, les Ukrainiens, eux, veulent aussi se battre. Donc, le plus vraisemblable, hélas, c'est que nous allons avoir pendant 2-3 mois, sans doute, des combats acharnés dans le Donbass, comme le disait Renaud. Donc, c'est pas le moment de parler de négociation, parce que le pacificateur, et béni soit-il, que veut être Emmanuel Macron, on ne l'écoute pas, et même sa parole est un peu dévalorisée. Donc pour le moment, nous sommes dans une période, toute guerre a son rythme, nous sommes dans une période de guerre, tout simplement. Ceci dit, c'est vrai, ça mettra 10-15 ans, mais c'est quand même un processus engageant. Est-ce que l'Europe a vocation à s'élargir ad vitam aeternam? Est-ce que ça fait pas aussi le jeu de Vladimir Poutine qui dit qu'il est en guerre contre l'Occident, de vouloir intégrer comme ça l'Ukraine? Parce que aujourd'hui ça apparaît comme quelque chose de symbolique, mais demain ça aura sans doute des conséquences sur la construction européenne. Alors c'est vrai que ils ont sans doute obtenu, il faut attendre le Conseil européen qui a lieu, je crois, le 23 juin. La Commission fait des propositions, mais bien sûr, la Commission européenne ne statue pas. C'est le Conseil européen qui décide. Mais c'est vrai que c'est un avantage qu'on leur donne. C'est-à-dire, je crois que ça a pris même 4-5 ans au Monténégro à devenir candidat. Pareil pour la Pologne, ça lui a pris 2-3 ans. Ensuite, comme l'a dit Gérard, il y a 35 chapitres, etc. à intégrer. Bon, c'est très compliqué. En fait, ce qui gênait beaucoup, enfin c'est ce qu'il a dit, ce qui gênait beaucoup Vladimir Poutine, c'était l'extension de l'OTAN, une alliance militaire, si vous voulez. Mais l'Union européenne, beaucoup moins, en fait. Et je crois qu'il pourrait accepter une adhésion à l'Union européenne. C'est l'aspect militaire, c'est l'aspect
je ne veux pas de missiles, c'est ce qu'il a dit en tout cas, je ne veux pas de missiles américains sur le sol ukrainien si près de mes frontières. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment... l'OTAN, oui, c'est un chiffon rouge, mais l'Union européenne, pas vraiment. Et puis, évidemment, il peut peut-être comprendre, Vladimir Poutine, que l'Union européenne devrait être... l'Ukraine devrait être reconstruite. Qui est-ce qui va payer cette reconstruction? C'est sûrement nous. pas les Russes. C'est pas les Russes, sans doute donc, les Américains et les Européens. On en parle après la pause. Renaud Gérard, Gérard Haro, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Où en sommes-nous dans cette guerre en Ukraine? Qui est en train de gagner la guerre? Vos réponses en toute vérité après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans En toute vérité avec le diplomate, l'ancien diplomate Gérard Haro et avec le chroniqueur international du Figaro, Renaud Gérard. Nous parlons de la guerre en Ukraine. Messieurs, ça fait 3 mois que la guerre a commencé, une guerre tout le monde n'avait pas forcément vu venir. J'avais envie de vous poser une question toute simple, peut-être Gérard Haro. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le rapport de force présent? D'abord, les Russes ont évidemment commis de graves erreurs au début de l'opération, au début de leur invasion. Ils pensaient sans doute que les Ukrainiens allaient les accueillir triomphalement. Puis ils ont subi donc des échecs. Ils se sont repris et maintenant ils se battent, dirons-nous, en particulier dans le Donbass, à la russe, c'est-à-dire milliers de canons. Ils rasent tout devant eux, puis ils avancent de tranchée en tranchée. Et là, ils jouent quand même de leur grande supériorité aux dépens des Ukrainiens, qui ont beaucoup moins de munitions, beaucoup moins d'armement, et donc les Ukrainiens reculent pas à pas. Alors la question est de savoir et de dire, est-ce que l'Ukraine va s'effondrer? Est-ce que ça veut dire que nous avons en face de nous une potentielle victoire de la Russie? Il faut se dire que le front, c'est 900 km, c'est-à-dire plus que le front ouest pendant la Première Guerre mondiale, et que les Russes n'ont que 120 000 hommes pour se battre. Donc il est relativement peu probable qu'il y ait une sorte de percée russe, mais c'est vrai que les Russes avancent, et leur objectif, comme l'a dit Renaud, c'est sans doute à un moment de pouvoir dire, nous avons libéré, entre guillemets, nous avons libéré les territoires des républiques du Donetsk et du Lugansk, pour pouvoir exhiber une victoire, et pour pouvoir soutenir leur narratif qui a beaucoup changé. Le narratif a changé, ils voulaient dénazifier l'Ukraine, là c'est plutôt protéger les citoyens des républiques séparatistes. Donc on aura sans doute dans les semaines, les mois qui viennent, la poursuite de cette offensive. Mais une offensive, les Russes avancent de 100 mètres tous les 2 jours. C'est vraiment... Et inversement, moi je pense qu'il y aura en plus une autre bataille, mais celle-ci à l'initiative des Ukrainiens, c'est la ville de Kherson. Parce que l'avancée russe vers Kherson, ça menace Odessa et ça réduit l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, qui est un accès stratégique du fait des exportations de grains de l'Ukraine. Donc je pense que dans les mois qui viennent, pendant l'été, nous aurons à la fois la bataille du Donbass et probablement une pression ukrainienne sur Kherson. Donc pour résumer, c'est la guerre et il va y avoir devant nous sans doute des milliers et des milliers de victimes et encore plus de dévastation du territoire ukrainien. Renaud Gérard, vous aviez qualifié l'invasion de Vladimir Poutine d'erreur historique. Est-ce que finalement, après 3 mois de guerre, il n'est pas en train de remplir ses objectifs, Vladimir Poutine ? Alors d'abord, je m'étais trompé effectivement parce qu'en janvier, j'avais même écrit qu'il n'envahirait pas jamais l'Ukraine parce que je croyais que c'était un acteur rationnel et je trouvais qu'il était au plus haut de sa posture stratégique après avoir fait venir Biden en juin 2021 à Genève et après que Biden lui eut donné un cadeau considérable qui était l'autorisation aux Allemands de faire Nord Stream 2, donc il était très haut, Poutine, et je pensais pas qu'il allait tout détruire, détruire tous ses avantages diplomatiques, stratégiques, commerciaux, économiques, comme ça, pour quelques arpents de terre. Mais est-ce qu'il les détruit vraiment aujourd'hui? On a parfois l'impression que les sanctions qui sont infligées à la Russie nous coûtent plus qu'à la Russie elle-même. Alors nous, ça nous coûte beaucoup, ça coûte beaucoup moins aux Américains qui sont ravis de nous vendre des centaines de milliards de dollars d'armement.
puisqu'évidemment l'autonomie stratégique européenne n'existe plus. C'est un effet domaine. Je ne pense pas que les Américains ont préparé ça, mais on assiste évidemment à une vassalisation de l'Europe. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus du tout, on peut toujours rêver d'autonomie stratégique et de défense européenne. Vous avez vu, les Hollandais, les Allemands, ils ne font qu'acheter du matériel américain. Donc les choses sont claires. Il faudra d'ailleurs peut-être un jour demander aux Américains de partager ce que nous avons perdu, de compenser un peu ce que l'Europe a perdu, si tant est qu'on ait la poigne de le faire. Mais les Russes, en fait, si vous voulez, dans la bataille elle-même, c'est vrai qu'ils ont perdu la bataille de Kiev parce que les Américains ont donné du renseignement très précis aux forces ukrainiennes. Ils ont dit exactement, les Américains ont percé en fait les secrets des Russes, et donc ils savaient exactement à quelle heure les parachutistes allaient arriver sur tel terrain, etc. Et les Ukrainiens les attendaient. Mais il faut reconnaître qu'au moment où ils fixaient effectivement l'armée ukrainienne, les défenses sur Kiev, ils ont beaucoup progressé dans le sud quand même. Et il y a une erreur ukrainienne qu'on n'a pas suffisamment soulignée, c'est qu'ils n'ont pas dynamité le pont sur le Dniepr, qui permettait justement d'aller dans cette ville qui est à l'ouest du Dniepr, sur la rive droite du Dniepr, qui est Kherson. Et donc ils ont pris Kherson, qui est pas loin, comme l'a dit Gérard, d'Odessa, et qui domine, et les Russes maintenant dominent le port fluvial de Mykolaïev, qui est d'où partait d'ailleurs beaucoup de blé aussi ukrainien, pas seulement depuis Odessa, et qui est un avantage stratégique pour les Russes parce que, comme ça, les Russes contrôlent le canal de dérivatif du Dniepr qui irrigue la Crimée. Et donc, mon pari est que, en fait, les Russes vont bétonner un peu, vont se enterrer leurs chars, vont fortifier tous leurs acquis, et ne vont pas les rendre. Ils ne vont pas rendre Kherson. Ils ont pris aussi un autre atout stratégique, qui est la centrale nucléaire de Zaporijia. Ils n'ont pas pris la ville, mais ils ont pris la centrale nucléaire. C'est la plus grande, la plus importante centrale nucléaire de toute l'ancienne Union soviétique. Donc ça va produire de l'électricité pour toutes ces régions qu'ils ont conquises. Et ça, ils ne vont pas la rendre non plus, à mon avis. Ils vont fortifier, tout ça. Alors, le pari... Voilà où on en est dans la situation militaire. Le pari que je ne pense pas du tout que les Ukrainiens, même avec les armes que nous leur livrons, et nous les Français nous leur en livrons, beaucoup plus d'ailleurs que les Allemands. Les Allemands parlent beaucoup mais livrent absolument aucune arme. C'est ce que on m'a dit à la présidence ukrainienne à Kiev. Nous, au moins, on livre des armes efficaces comme le canon César et qui fonctionne et qui est en plein dans la bataille aujourd'hui, parce que comme Gérard l'a dit, ce sont des batailles d'artillerie. C'est pas Verdun, on n'est pas à 50 mètres l'un de l'autre, ce sont des batailles d'artillerie. Et le César a un avantage comparatif dans ce combat. Non, moi, ce que je pense, mais je peux évidemment me tromper, c'est que une fois qu'ils auront conquis l'intégralité des oblasts, donc des districts de Lugansk et de Donetsk, dont ils ont reconnu l'indépendance, eh bien les Russes diront, eh bien nous arrêtons. Évidemment, ces républiques sécessionnistes demanderont leur rattachement à la Russie, il y aura un référendum, et ça sera comme la Crimée, elles seront rattachées à la Russie, et sans doute aussi les districts de Kherson et de Zaporijia. Et après, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce que les Ukrainiens auront les moyens de mener des offensives de reconquête ? C'est très difficile d'attaquer, parce qu'il faut un rapport de 8 hommes à 1. Quand vous avez un défenseur qui est dans son char, là, qui est enterré, le javelin, le lance-roquette, ça sert à rien, si vous voulez. Donc c'est très difficile de prendre des positions fortifiées. Il faut un rapport de 8 soldats contre 1. Je suis pas sûr que les Ukrainiens puissent aligner autant de soldats que ça. Donc je crains qu'on arrive à une sorte de conflit gelé, d'une situation un peu comme entre les Arabes et les Israéliens en 1949, il y avait eu un cessez-le-feu. Il y aura, voilà, un cessez-le-feu sans accord politique et qui pourra durer assez longtemps. C'est comme ça que je vois les choses. C'est un scénario, relativement optimiste quand même, malheureusement, parce qu'il y a pire comme scénario. Le pire, c'est que les Russes
veuille prendre Odessa. Ça sera une énorme bataille là, parce que les Occidentaux, à mon avis, accroîtront, y compris les Turcs, leur aide aux Ukrainiens. Ça serait une énorme bataille, parce que les Ukrainiens se défendront pour Odessa. Et pourquoi voudrait-il prendre Odessa? Pour conquérir l'intégralité de ce que on appelle en Russie Novorossia, c'est la nouvelle Russie, c'est-à-dire c'est la Russie, c'est les terres conquises par Catherine II, la grande Catherine, à la fin du XVIIIe siècle, sur les Turcs. Et donc faire la jonction avec la Transnistrie, c'est-à-dire cette petite bande qui appartient à la Moldavie, mais qui est sur la rive orientale du Dniestre. Voilà. Et donc ça permettrait, si vous voulez, à la Russie non seulement de contrôler l'intégralité de la mer d'Azov, ce qu'elle a déjà, mais aussi le rivage, toute l'intégralité du rivage nord de la mer Noire. Gérard Haraud, est-ce que Vladimir Poutine, finalement, réussit ses objectifs par la force? Est-ce qu'il s'est mis au banc des nations? Ou est-ce que nous, on voit ça de notre point de vue occidental, mais finalement, il a des alliés ailleurs et il continue finalement sa politique en nous narguant? Et honnêtement, qu'est-ce que c'est que cet objectif de conquérir quelques arpents de terre des régions d'ailleurs désindustrialisées, des régions pauvres, des régions en crise, alors que c'est le plus grand pays du monde? C'est un peu curieux quand même de considérer que s'emparer de Lugansk et de Donetsk, ça valait la peine de faire une guerre au XXIe siècle, ça valait la peine de subir des sanctions, parce que les sanctions font mal. Elles ne font pas mal évidemment à Poutine et au cercle de pouvoir, mais elles font mal à la population russe, mais elles sont coûteuses aussi pour nous. Donc honnêtement, il y a là une sorte de disproportion entre l'effort de la Russie de lancer tous ses moyens dans cette guerre sanglante, de perdre des dizaines de milliers de morts, et tout ça à la fin du compte pour dire j'ai libéré Lugansk et Donetsk. Non, là je pense pas que ce soit que l'on puisse parler de succès stratégique. Mais deuxièmement, et là vous avez raison de soulever la question, c'est le reste du monde. Et en réalité, vous savez, quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies, j'ai été très frappé par le ressentiment que nourrissait le reste du monde à notre égard, nous les Occidentaux, nous les Blancs. Et donc on le voit ici, parce que contrairement à ce que peuvent penser les Européens ou les Américains, forts de leurs bons droits, c'est vrai qu'il y a eu une agression, comme disait Renaud Girard, eh bien en réalité, le reste du monde regarde tout ça avec beaucoup d'indifférence, voire même d'hostilité à l'égard des Occidentaux. Parce que quand même, c'est la Russie qui affame le monde et personne ne se plaint de la Russie. Merci Gérard Haraud, merci Renaud Girard. Justement, le rapport entre les Occidentaux et le reste du monde, on en parle après la pause. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Occident? Les réponses de Gérard Haraud et Renaud Girard en toute vérité sur Sud Radio après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Renaud Girard, chroniqueur international au Figaro. Nous discutons de cette guerre en Ukraine et nous demandions avant la pause si finalement nous on voyait ça de notre point de vue occidental, mais le reste du monde n'avait pas forcément l'air de blâmer la Russie. Est-ce qu'on est quand même dans une forme, Gérard Haraud, de choc des civilisations? Et est-ce que, comme le dit finalement Poutine, c'est un conflit entre la Russie et l'Occident aujourd'hui? Alors, c'est pas un conflit de civilisation, puisque quand même nous appartenons à la même civilisation que la Russie quand même. Non, mais cela dit, Huntington prédisait un conflit, pas forcément entre l'Ukraine, mais ne mettait pas tout à fait la Russie dans la. Oui, mais c'est pas du tout une guerre de civilisation. Ce sont deux peuples orthodoxes, blancs, c'est une guerre civile entre qui parlent la même langue. Vous savez, à Kiev, on parle toujours, moi j'étais à Kiev, les gens parlent toujours le russe, entre les jeunes parlent toujours le russe. Kiev est une ville russophone. Non, mais on se comprend, il y a le conflit en Ukraine et il y a aussi ce qui se joue avec les États-Unis, avec l'Union européenne. On a l'impression d'une forme de revanche de Vladimir Poutine. Alors en tout cas, oui, entre Poutine et ce qu'on appelle encore l'Occident, en effet, nous sommes engagés dans un affrontement. Alors, cela étant, l'intérêt de la Russie, et évidemment l'intérêt de la Russie n'est pas de dire nous avons des problèmes à battre ces
les Ukrainiens que l'on considère un petit peu comme les pegnos de l'ancien empire russe. Donc ils disent nous sommes en guerre contre l'ensemble de l'OTAN, c'est quand même beaucoup plus glorieux pour eux. Donc cela étant, s'il y a une fin à ce conflit, qui sera sans doute, comme le disait Renaud, une forme de gel avec des escarmouches entre les deux armées, ça voudra dire qu'on ne lèvera pas les sanctions. Et donc ça voudra dire que nous nous engagerons dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'une guerre très froide, d'une vraie guerre froide avec la Russie. Parce qu'à la limite, à l'époque de l'Union soviétique, on n'avait pas des sanctions de ce type. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rendre en Russie. Nous ne pouvons pas aller à Saint-Pétersbourg. Donc qu'est-ce qu'il en sera? Air France ne va plus là-bas, etc., etc. Donc le plus probable, si on continue la lecture de notre boule de cristal, après ce qu'a dit Renaud, et que je partage, c'est le plus probable, c'est une sorte de gel d'un côté l'Europe et de l'autre côté la Russie, s'observant à travers un nouveau rideau de fer. C'est une nouvelle guerre froide. Vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis. Tout à l'heure, Renaud Girard soulignait que finalement cette guerre était presque profitable, on allait dire, aux États-Unis, qui nous vendaient des armes, qui avaient finalement renforcé l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale. Vous, en tant qu'ancien acteur de terrain, voilà, qu'est-ce que pense la diplomatie à Washington? Est-ce que la Russie, finalement, n'a jamais cessé d'être l'ennemi des États-Unis? Et quel rôle joue l'Amérique dans cette... Non, je partage l'expression de Renaud qui a dit c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire, en réalité, les États-Unis voulaient quitter l'Europe. Les États-Unis, pour eux, c'est la Chine. Vous savez, ils prennent un petit peu... C'était Donald Trump. L'administration, le Biden aussi. En gros, ils considèrent que l'Europe, Biden, c'est la vieille dame qu'on aime bien. Mais en Europe, il n'y a plus de croissance. La croissance est 2%, alors qu'en Asie, c'est 7 ou 8%. Et puis, la vraie menace, c'est quand même la Chine. Vous savez, aux États-Unis, je peux vous donner plein d'expressions. La Russie, c'est une station-service avec des armes nucléaires. Poutine fait des guerres du 19e siècle avec des armes du 20e au 21e siècle, etc., etc. Et la phrase d'Obama qui est la plus insultante pour la Russie, c'est la Russie est une puissance régionale. Donc non, les États-Unis quittaient l'Europe sur la pointe des pieds, et c'est Poutine qui le rattrape par les Basques. Alors après, voilà, il y a un effet d'aubaine. En effet, c'est pas les Biden, c'est Poutine qui a sauvé l'OTAN. Maintenant, et moi je le comprends, tous les pays européens disent d'abord, ça prouve que la garantie américaine elle est nécessaire. Vous voyez bien ce qui arrive à l'Ukraine qui ne l'avait pas. Et donc, tout le monde se précipite à Bruxelles et à Washington en disant autant. Et c'est vrai que, oubliez la défense européenne. Aujourd'hui, elle est morte. Alors peut-être, si Trump est réélu en 2024, on sera peut-être obligé d'y revenir. Mais aujourd'hui, c'est le triomphe de l'occidentalisme, c'est-à-dire de cette vision du monde qui va depuis Washington jusqu'à Varsovie. Est-ce que c'est pas aussi on avait dit finalement au début de la guerre, l'Europe est de nouveau soudée, elle va avancer avec cette crise. Est-ce que c'est pas au contraire la preuve, à vous entendre, la preuve de son échec patent et de son incapacité à exister en tant qu'Europe? Non, c'est faux, parce que il n'y a pas seulement le militaire, parce qu'au fond la force des États-Unis, c'est leur puissance militaire. Voilà, les États-Unis, quand vous êtes polonais, vous avez été partagé 4 fois par vos voisins, 45% de communisme, c'est pas la garantie de l'armée espagnole qui compte, c'est la garantie américaine. Il faut comprendre, les pays baltes, les Français sont un peu des cartésiens au cœur sec. Les pays baltes, lorsqu'ils ont été annexés par les soviétiques en 40, 5% de la population est partie en 15 jours au goulag. C'est-à-dire que toute personne qui avait un niveau d'éducation au-dessus du bac était allée au goulag. Donc ces pays, ils ont peur. Ils ont peur de la Russie. Et vous avez les États-Unis, au moins ça c'est du solide. Mais en dehors du militaire, l'Union européenne a énormément pris de décisions, les décisions de sanctions, et elle est restée unie. Or, c'est pas naturel, et c'est normal. Si vous êtes en Finlande ou au Portugal, vous n'avez pas la même vision de la Russie, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même géographie. Eh bien, malgré ça, jusqu'à maintenant, peut-être que ça ne durera pas, mais jusqu'à maintenant, les Européens, avec leurs débats habituels et normaux d'ailleurs, ont réussi à rester unis. Mais Renaud Girard, c'est le rêve d'une
d'une Europe indépendante qui joue justement les arbitres entre la Russie et les États-Unis, voire peut-être demain entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que c'est pas un rêve qui est en train de disparaître? D'ailleurs, dans une certaine vision stratégique que vous partagiez, je crois, cette Europe, pour peser, devait tendre la main à la Russie. Est-ce que tout ça c'est terminé et est-ce que c'est l'inféodation aux États-Unis? Alors moi, je pense toujours d'ailleurs que c'est une erreur stratégique au long terme de pousser la Russie dans les bras des Chinois. Et qu'évidemment, comme on l'a dit, nous partageons la même culture que les Russes. Quand nous conseillons à nos enfants des romans, des Bali, Dostoïevski, ou quand nous allons au théâtre, nous allons voir des pièces de Tchekhov, ou quand nous allons au concert, nous écoutons pas de la musique chinoise, mais du Prokofiev. Donc voilà. Mais effectivement, on a fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer, pour aider la Russie. On a fait quelques erreurs. Par exemple, quand on a proposé cet accord d'association économique avec l'Ukraine, on aurait dû le proposer dans les mêmes termes à la Russie. Et vous vous souvenez d'ailleurs que Truman, qui était très anticommuniste, pourtant avait proposé le plan Marshall dans les mêmes termes. Et c'est les Russes et les pays de l'Est qui ne l'avaient pas accepté. Mais c'était proposé dans les mêmes termes. On l'a pas fait. On a fait une grave erreur. C'est de la technique diplomatique. Mais je pense que Laurent Fabius a été le plus mauvais ministre des Affaires étrangères de la Ve République parce que le 21 février, n'est-ce pas, 2014, l'Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Pologne, qui s'étaient déplacées au niveau ministériel à Kiev, avaient arrêté les fusions de sang et surtout avaient trouvé un accord politique. J'ai vu, de mes yeux vus, le président pro-russe Yanukovych serrer la main des trois leaders de l'opposition. Et au lieu de baby-sitter cet accord miracle, ce bébé du miracle, qui aurait peut-être valu à messieurs Steinmeier et Fabius et Sikorski le prix Nobel de la paix, ils sont repartis chez eux parce que c'était le vendredi et même Fabius était parti avant pour aller en Chine. Bon, ce qui était tout à fait grotesque de quitter une négociation très importante pour aller en Chine. Donc effectivement, l'Europe n'a pas joué là. Si elle avait gardé cet accord qu'elle avait eu en 2014, toute cette affaire, même l'affaire de Crimée, n'aurait pas eu lieu. Bon, alors maintenant, vous avez aussi raison de dire que le reste du monde est avec plutôt la Russie. Les pays africains sont avec la Russie. Les pays d'Amérique latine sont avec la Russie. L'Inde, l'énorme Inde, a refusé de condamner la Russie. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces pays? Mais ils disent, mais attendez, messieurs les Occidentaux, vous n'avez pas un peu fait la même chose, là? Mais vous n'avez pas attaqué un pays sans autorisation des Nations Unies qui s'appelait la Serbie pour séparer, pour retirer de la Serbie une province sécessionniste qui se sentait pas serbe, qui était le Kosovo. Donc c'est exactement la même chose. Poutine, il attaque l'Ukraine pour s'emparer pour donner la sécession au Donbass et aux républiques de Donbass et de Lugansk et de Donetsk. Donc là, nous allons vers en fait une grande compétition stratégique où il y a d'un côté la Russie et la Chine. Les Russes sont sous sanction, donc pour se procurer des produits manufacturés, ils vont devoir s'adresser à la Chine. Et de l'autre côté, l'Occident, qui est formé de l'Europe, de l'Amérique et puis évidemment du Japon, de l'Australie et de la Corée du Sud. Très bien. Et ensuite, vous allez avoir une compétition pour chacun, pour élargir cet axe. Alors, les Russes et les Chinois, ils vont par exemple avoir sans doute la Perse avec eux, l'Iran. Et puis ensuite, ils vont essayer d'avoir des Africains avec eux, etc. Et donc, on a une sorte on a déjà une guerre technologique, puisque évidemment toutes les technologies chinoises comme Huawei, etc., la 5G sont refusées en Occident. On a une partition non seulement technologique, mais on va avoir une partition économique et politique du monde. Je ne vois pas comment on va pouvoir arrêter ça. Et nous, notre intérêt d'Européens, c'est de sortir de ce piège, parce que c'est un piège. Nous n'avons pas intérêt
à faire la guerre de l'Amérique contre la Chine. C'est pas notre intérêt. Et donc, mais aujourd'hui, nous sommes un peu coincés. Comment sortir de ce piège? Ce sera justement le thème de la dernière partie de l'émission. Merci Renaud Girard, merci Gérard Araud d'être avec nous sur Sud Radio. En toute vérité, on se retrouve après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, avec Renaud Girard, chroniqueur international pour le Figaro, grand reporter, essayiste. Nous discutons de cette guerre en Ukraine qui a bouleversé le monde. Et dans cette dernière partie de l'émission, je voulais savoir s'il y avait quand même un espoir d'en sortir rapidement, d'abord du conflit armé, et de trouver une issue géopolitique à tout cela. Peut-être vous, pour commencer, Gérard Araud, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la piste des négociations est totalement refermée à l'heure actuelle? Moi, je suis extrêmement pessimiste, parce qu'une négociation, cela voudrait dire... du point de vue de la Russie, d'avoir des pertes territoriales gagnées, de faire des gains territoriaux aux dépens de l'Ukraine. Or, aujourd'hui, évidemment, les Ukrainiens, victimes d'une agression, victimes de crimes de guerre, avec leur pays totalement dévasté, eh bien, les Ukrainiens ne sont pas prêts à reconnaître des pertes territoriales. Zelensky, le président Zelensky, depuis le début, dit qu'il est prêt à négocier, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a aussi une opinion publique derrière. Et donc Renaud nous disait qu'il arrive de Kiev. D'ailleurs, il s'est engagé à faire un référendum s'il y avait un référendum s'il y avait une paix. Donc, je vois mal aujourd'hui. Alors peut-être que dans 1 an, 2 ans, puisque c'est dans ces termes dont il faut parler maintenant, les choses auront changé. Vous savez, une guerre, ça finit comment? Un vainqueur, un vaincu. Je ne vois pas aujourd'hui l'armée russe vraiment... Alors l'armée russe pourra éventuellement conquérir les oblasts de Lugansk et de Donetsk, mais de là à battre vraiment de manière décisive l'armée ukrainienne, je ne le vois pas vu les effectifs engagés. Vous avez sinon l'épuisement. Les deux adversaires sont épuisés et on arrive à dire, bon, il faut trouver, on n'en est pas là. Et on n'en sera pas là pendant de longs mois. Donc le plus vraisemblable, c'est un conflit de basse intensité. On a 500 morts par jour, on aura 500 morts par semaine, puis 500 morts par mois, des escarmouches permanentes qui permettront de surcroît aux Russes de maintenir leur pression sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est quand même un pays fragile, hein. Politiquement c'est un pays fragile. Moi quand j'entends certains dire que Poutine a envahi l'Ukraine parce qu'il avait peur de la démocratie ukrainienne, il faut quand même pas exagérer. C'est un pays dont on sait corrompu, avec des oligarques aussi efficaces qu'en Russie et des traditions démocratiques quand même relativement faibles. Donc moi je serais plutôt pessimiste, donc maintien d'un état de quasi-guerre entre les deux adversaires, et cela sans doute pendant des mois. La solution appartiendra à mon avis. Renaud Girard. La solution appartiendra à mon avis aux Ukrainiens, parce que aucun pays occidental ne voudra faire la paix sur le dos des Ukrainiens. C'est-à-dire le sens de ce qu'a dit Emmanuel Macron à Kiev et à Irpin, c'est-à-dire il a salué l'héroïsme de la défense des Ukrainiens, et donc personne ne leur imposera. Mais si effectivement ils considèrent que c'est de leur intérêt, ils savent très bien que la Crimée est perdue, les Russes ne rendront jamais la Crimée, ils la défendront très sérieusement. Ça c'est voilà. Et est-ce que c'est vraiment l'intérêt de l'Ukraine de récupérer le Donbass, où de toute façon il y a une population qui est hostile au pouvoir central de Kiev? Alors, si effectivement Zelensky est prêt à dire 3 choses. Bon, ok, s'il y a des référendums, notamment dans ces régions, on peut considérer que la Crimée c'est russe, et même que le Donbass c'est russe. En échange, évidemment, il faudra que les Russes rendent Kherson et Zaporijie, enfin tout le reste. Ça permet un narratif à Poutine de dire, bah, voyez, j'ai sécurisé, j'ai reconnu avant cette guerre les oblasts du Donbass, et maintenant j'aurais rendu le territoire. Et un engagement de Zelensky contre, évidemment, les garanties de sécurité, de ne pas adhérer à l'OTAN. C'est
c'est la seule solution. Je ne suis pas sûr que les Russes accepteraient, mais ils pourraient accepter ça si on leur reconnaît la Crimée. Évidemment qu'il faudrait lever les sanctions. Et après, un effort général de reconstruction. Les Russes ne reconnaîtront jamais qu'ils ont tort et donc ne paieront jamais de compensation, mais ils peuvent payer des compensations déguisées en faisant ce qu'ils faisaient avant 2002, c'est-à-dire en vendant le gaz aux Ukrainiens en dessous des prix du marché. Ce qu'ils ont fait pendant 20 ans à l'écart de l'Ukraine. Donc ils peuvent reprendre ça sans reconnaître que ce sont des compensations pour la reconstruction qui seraient évidemment financées aussi par l'Occident. C'est la seule solution possible, mais comme le disait extrêmement bien Gérard, aujourd'hui personne n'en veut, donc c'est pas le moment. Peut-être qu'il va y avoir un épuisement, et d'ailleurs ça commence, il y a bien sûr un épuisement aussi de tous ces hommes ukrainiens qui veulent revoir leur famille, qui veulent vivre normalement, un épuisement des Russes parce que, et ça c'est un signe encourageant, Vladimir Poutine n'a pas décrété la mobilisation générale, on avait peur qu'il le fasse le 9 mai, il ne l'a pas, donc c'est une armée professionnelle, voilà, c'est le seul espoir. Moi, je prends le pari, mais je peux me tromper, et vous pourrez me dire dans 6 mois que je me suis bien trompé. Je prends le pari qu'en fait, Poutine, qui est plutôt d'ailleurs un centriste chez lui, c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus nationalistes en Russie que Poutine. Vous vous souvenez même son opposant Navalny, il a applaudi à la reconquête de la Crimée. Il a applaudi, si vous voulez. Donc, je ne pense pas qu'il voudra reprendre Odessa, ce qui serait vraiment une provocation à l'égard de la Roumanie, etc., et même à l'égard de la Turquie. Vous savez que Vladimir Poutine veut garder un très bon rapport avec Erdogan. C'était le plan de paix de Renaud Girard. Est-ce que vous y croyez, Gérard? Non, mais d'ailleurs Renaud le dit lui-même. En effet, si on imagine un plan de paix avec un traité de paix à l'ancienne, c'est celui-là. Mais ça ne sera pas le cas parce que vu les passions des deux côtés, les Ukrainiens, ce serait en réalité une capitulation ukrainienne, et les Ukrainiens ne l'accepteront pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura une poursuite des combats à un niveau peut-être moins intense. Mais je voudrais ajouter un élément. Du côté des Européens et des Occidentaux, il va y avoir une fatigue aussi. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, une guerre sans fin, mais quelles conséquences pour l'Europe? Parce que quand même, c'est les États-Unis qui ont fait l'effort de loin le plus important pour soutenir l'Ukraine. 50 milliards de dollars votés par le Congrès. Le Congrès ne va pas voter 50 milliards de dollars tous les 3 mois. Avec cet argent, l'Ukraine peut faire la guerre jusqu'au mois d'octobre. Hein. Donc la question, il y aura un moment où les Américains diront à si juste titre, vous êtes bien gentils, mais c'est quand même un problème européen. Et or, du côté européen, nous allons avoir une accélération de l'inflation au cours du dernier trimestre, une véritable crise économique. On va rentrer en récession, c'est l'ensemble de l'Occident qui va rentrer en récession. Il y aura également la lassitude de l'opinion publique de voir tous les jours à 8 heures des combats dans des villes dont on n'arrive pas à se rappeler le nom. Donc tout ça, je crains qu'il y ait aussi du côté européen peut-être des voix diverses disant peut-être qu'il faut arrêter là. Donc moi je pense que l'automne, lorsqu'on verra les résultats de l'offensive russe, lorsqu'on verra également ce que les Européens, où en sont les opinions publiques européennes, je pense qu'il y aura sans doute au mois d'octobre-novembre un moment où il faudra s'arrêter, peut-être dire où est-ce qu'on va et jusqu'où est-ce qu'on soutient l'Ukraine. Voilà. Renaud Girard, et d'ailleurs vous aussi je crois Gérard Araud, vous êtes plutôt de ceux qu'on pourrait qualifier de réalistes, qui pensaient qu'il fallait tendre la main à la Russie. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce que finalement Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force? Alors je pense que c'est bon d'avoir toujours un rapport de force avec la Russie, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'avait compris déjà le général de Gaulle. Vous savez qu'il avait fait un voyage triomphal en Union soviétique en 1966, mais il avait attendu que sa force de frappe nucléaire fût opérationnelle, et il était opérationnel, et quand elle a été opérationnelle, il est allé voir les Russes, et l'avantage d'avoir une arme atomique indépendante, c'est que le général de Gaulle, comme tous les présidents français, a pu regarder les Russes droit dans les yeux, si vous voulez. Ça, c'est un privilège français que n'ont pas les autres leaders européens. Ils baissent pas les yeux, les Français. Ils peuvent les regarder droit dans les yeux. Et donc, je pense qu'il faut effectivement toujours, bien sûr, établir
un rapport de force avec la Russie, un rapport de force, mais aussi tout en souhaitant la ramener dans la famille européenne, à laquelle elle appartient par sa civilisation. Il lui manque quelque chose, c'est l'état de droit. Alors c'est la grande faillite de Poutine, il a du mérite, Poutine. Il a rétabli l'ordre en Russie, il a rétabli le prestige, la fierté des Russes, ça c'est sûr, mais il n'a pas réussi à faire l'état de droit. Lorsque Hubert Védrine est venu le voir, il était tout juste président en février 2000, il a dit à Hubert Védrine, aidez-moi à importer le droit européen. C'est-à-dire faire de la Russie un état de droit. Mais est-ce que justement Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, vous-même n'ont pas été un peu naïfs? Beaucoup disent que depuis le début, il y a un double discours chez Vladimir Poutine, qu'il a des ambitions impérialistes et qu'il n'a pas forcément envie de faire de la Russie une démocratie libérale. Tout à fait. Je pense... Non, un état de droit, oui. Alors, voilà. Alors je pense que... D'abord, je pense que nous n'avons pas à faire la guerre pour imposer la démocratie dans les autres pays. Moi, je suis réaliste, je ne suis pas néoconservateur, je suis opposé au néoconservatisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que nous avons une diplomatie... la diplomatie, ça doit s'adapter au partenaire russe. Le partenaire russe, il est paranoïaque. C'est comme ça. Voilà, il n'est pas normal, il est paranoïaque. Mais il faut tenir compte de cette paranoïa. Et je trouve que nous n'avons pas entendu en 2007 le discours de février 2007 à Munich. Voilà. Je me souviens très bien, j'étais fin juillet 2008 à Washington et je dînais avec l'ambassadeur de France, qui était le prédécesseur de Gérard, qui s'appelait Vimont. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de la politique étrangère française? Elle me dit, c'est une bonne politique, ça tout va bien. Mais il manque quelque chose. On n'a pas de politique à l'égard de la Russie. C'était fin juillet. Le 7 août 2008, la Géorgie attaquait l'Ossétie, bombardait l'Ossétie du Sud. Et ça provoquait l'intervention de la Russie militaire en Géorgie. Donc je pense qu'on n'a pas eu une bonne politique. Par exemple, on a fait une grave erreur diplomatique en avril 2008 au sommet de Bucarest. Nous avons de l'OTAN. Nous avons, les Allemands et nous, donné notre veto à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Mais on a dit, ah oui, mais ça sera pour demain. Il fallait pas dire ça. C'est ou bien tout de suite et on fortifie l'Ukraine et la Géorgie, ou bien c'est jamais. Donc vous appartenez vous êtes pas à la zone atlantique, vous êtes sur la mer Noire, donc vous n'entrerez jamais. Ces demi-mesures, et c'est une faute de Sarkozy, ces demi-mesures en politique étrangère, ça ne marche jamais. Ce sera le mot de la fin. C'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Gérard Araud et Renaud Girard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité, toujours sur Sud Radio. Après une courte pause, les informations.